structure culturelle de la Palestine. C'est vraiment un levier intéressant. Et puis après, il y a le groupe. Alors nous, on en fait assez peu. Et la consultation unique qui peut être proposée à des gens qui vont pas forcément vers le soin. Je vous en parlerai quand on parlera des ex-prisonniers. Au niveau de la durée, c'est des suivis qui sont de court à moyen terme, entre 10 et 15 séances, mais il y a une adaptation à la problématique du patient. Mais ce n'est pas des suivis longs quand même, genre 3, 4, 5 ans. Alors qu'il y a des situations qui le nécessiteraient, mais on n'a pas ces capacités. Le lieu du suivi, donc ça se fait soit effectivement dans les locaux de MSF, soit à domicile. Voilà. Et donc, on a une équipe l'équipe clinique, elle est composée de 10 personnes, 4 psychologues, 2 sont internationaux, donc ils travaillent avec des traducteurs, 2 travailleurs sociaux, 1 médecin et 1 responsable de cette équipe clinique. Et puis après, tous les gens qui s'occupent de la dimension logistique et administrative, ils sont 7. Et parce que notamment, on a 5 chauffeurs. Donc, voilà. Puisqu'on se déplace beaucoup et que du coup... Au niveau de nos patients qu'on reçoit là-bas, sur 10 ans, les moyennes, il y a à peu près 50% d'adultes, 50% d'enfants, avec une large proportion de 6-12 ans. Au niveau du genre, en ce qui concerne les enfants et les adolescents, on reçoit autant de garçons que de filles, pardon. Et par contre, pour la population adulte, on reçoit majoritairement des femmes, les hommes étant plus difficilement accessibles. Pour des questions sociales et culturelles, je dirais, pour des questions aussi de réseau qui fonctionnent mieux pour les hommes, le réseau naturel, mais pour quelque chose de l'ordre de l'image aussi, pas forcément. Alors, pour parler de la Palestine, et donc du coup de ce à quoi sont exposés les gens là-bas, on va caractériser ce conflit de basse intensité. Nous, on dirait plutôt violence chronique, donc c'est-à-dire avec des éclats sporadiques d'intense violence. Et cette intense violence, elle fonctionne vraiment comme une épée de Damoclès. Donc, dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est cette idée-là, c'est-à-dire que finalement, les gens savent qu'ils ont été exposés et qu'ils seront exposés. Maintenant, quand, comment, ils ont à peu près une idée, mais pas forcément. Mais ça fonctionne vraiment comme quelque chose qui peut leur tomber dessus. Alors après, il y a des gens qui sont engagés dans la lutte politique, qui savent aussi à quoi ils s'exposent, etc. Ça, je veux dire, les Palestiniens ne sont pas passifs là-dedans, dans le sens où les gens peuvent aussi anticiper ce qui peut... Mais ça peut tomber dessus comme ça. Ça a quand même cette valeur-là. Et ensuite, sur ce territoire-là que je vous montrais tout à l'heure, c'est vraiment pas la même vie. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont très chaudes pendant un moment, et puis après, c'en est d'autres qui vont être plus calmes. Par exemple, vivre à Naplouse en 2002, alors que la ville était fermée par un couvre-feu qui a duré plus de 70 jours, il y a eu 200 personnes assassinées dans la ville de Naplouse qui a 200 000 habitants, et maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Alors que le village de Bourine, qui est à 10 km de Naplouse, en 2002 c'était relativement calme. Là, à l'heure actuelle, l'armée, tous les 2 jours, ils interviennent à l'école primaire, ils envoient des tirs-gaz, des bombes lacrymogènes, etc. Les colons descendent, attaquent les villageois qui vivent auprès d'eux. Donc les enfants qui évoluent dans ce contexte sont dans un contexte de guerre. Et ça va varier aussi, ça va durer quelques mois, puis ça va se déplacer sur un autre village. Donc ce n'est pas une situation homogène. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que ces événements-là, l'événement violent dont les gens vont nous parler, ça va souvent avoir un rôle amplificateur ou réactivateur d'une souffrance qui était quand même préexistante, plutôt que le déclencheur en tant que tel. Ça peut arriver que ce soit le déclencheur, mais c'est quand même souvent quelque chose qui vient réveiller. Pourquoi? Parce qu'il y a une implication de causalité qui est extrêmement forte. Ce conflit a plus de 70 ans. Les différentes générations sont touchées. Tout le monde a déjà été affecté. Donc il y a une implication des causes qui est extrêmement forte. Et voilà, par rapport à cette répétition, il y a effectivement
ça vient se nouer avec la problématique subjective de la personne et aussi les problèmes intrafamiliaux avec de la violence qui est quand même très présente au sein des familles en Palestine, en tout cas des patients que nous reçoivent. Pour ce qui caractérise la violence que nos patients connaissent ou ont connue, en 10 ans, on va dire que pour ce qui est auteur des faits, la majeure partie des gens, la majeure partie des auteurs, c'est l'armée israélienne. Et ça, c'est vraiment quelque chose de constant sur les 10 ans. Mais il y a eu de plus en plus d'attaques et de conflits avec les colons. Et souvent des violences qui sont associées, donc armées et colons. Quelque chose qui est extrêmement courant, ce sont les incursions militaires à domicile. Incursions militaires donc de nuit, qui sont quand même très symboliques du système d'occupation. Les patients décrivent le même scénario, les différences tiennent au degré de violence et de violation des droits de l'homme. Donc généralement, l'armée vient entre 5 et 20 soldats après minuit. Généralement va entrer de manière vraiment par effraction dans la maison, va réveiller tout le monde, va rassembler l'ensemble de la famille dans une pièce, ne va pas autoriser les gens à aller aux toilettes à moins d'être accompagnés. Les femmes sont généralement pas voilées et ne sont pas forcément autorisées à avoir leur voile, donc elles sont vraiment très exposées. Donc ça, dans les suivis, on va beaucoup l'entendre, d'avoir eu cette intimité exposée comme ça devant des hommes, alors que voilà, il y a les enfants aussi dans cette impossibilité à aller aux toilettes et du coup à s'être urinés dessus. Et puis après, donc, il y a une fouille de l'ensemble de la maison qui retourne la maison. Et après, il peut y avoir donc un deuxième degré, c'est une arrestation. Et cette arrestation, elle peut, soit soit la personne est retirée du groupe familial, soit la personne va être interrogée devant la famille dans une pièce à côté. Donc, et là, ça peut être plus ou moins violent, donc là, vous voulez, les mains liées, les genoux à terre, ça peut être à bas, etc. Il y a plusieurs possibilités. Pour nous, ces éléments-là, c'est pas la question de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est pas du tout notre question. Notre question, c'est la mère qui raconte qu'elle a eu ses 3 fils qui ont été agenouillés devant elle, avec des cagoules sur la tête, les mains liées derrière le dos. À ce moment-là, elle a eu peur qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils en meurent, et elle s'est sentie complètement impuissante. Donc nous, quand on entend ça dans le discours, ça nous fait penser à ce dont je vous parlais pour le PTSD. On a les conditions qui sont réunies pour qu'il y ait un terreau, en fait, d'un développement d'un trouble. Donc c'est-à-dire qu'on va tirer ces fils-là pour travailler avec elle, pour qu'elle puisse mettre ça en élaboration, pour que ça ne s'enquiste pas de manière à... Elle a été incapable de protéger ses enfants. Comme l'emprisonnement est possible à partir de l'âge de 12 ans, c'est clair que les parents des adolescents qui ont vécu des arrestations sont dans cette situation de sentiment d'impuissance qui est absolument terrifiant. Il y a un autre truc, c'est que la maison qui est considérée normalement comme le refuge peut être effractée, donc c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a ce sentiment, en tout cas pour nos patients, qui nous racontent, de ne plus avoir aucun endroit et d'être acculé. La prison, c'est vraiment un phénomène majeur en Palestine depuis 1967, donc, où la Cisjordanie et Gaza sont occupés par Israël. 40% des hommes palestiniens ont été au moins une fois en prison dans leur vie pour raisons politiques ou de raisons de sécurité selon la terminologie d'Israël, dans les prisons israéliennes. Donc c'est un phénomène hyper commun. Tout le monde connaît au moins quelqu'un qui a été en prison. Et en sachant que si tu es un garçon, tu grandis avec l'idée que tu as quasiment une chance sur 2 d'aller au moins une fois en prison. Et ça, pour les adolescents que l'on reçoit, c'est clair et net. Je veux dire, c'est vraiment une donnée qui est intégrée à leur existence. Nous, on suit beaucoup de familles de prisonniers. Dans nos patients, il y a à peu près 40% des gens qui ont au moins un membre de leur famille.
On reçoit beaucoup les enfants qui ont été très affectés par la modalité d'arrestation sur un mode traumatique, un peu comme je le décrivais avant, et qui se retrouvent effectivement à avoir le père ou le frère qui est quand même une figure idéalisée, vraiment réduite à néant. Et c'est souvent la première fois qu'ils le voient dans cette position de faiblesse, parce que c'est une culture très patriarcale, quand même, en grande majorité, en Palestine, donc l'image de l'homme et du père est quand même vraiment quelque chose d'important. Ils sont très abîmés, les pères, sous le système d'occupation. Et là, effectivement, non seulement ils voient leur figure identificatoire majeure dans cette position-là, mais en plus ce sentiment que ceux qui le protègent pourraient disparaître. Donc à quoi est-ce qu'ils peuvent être exposés? Donc là, ça revient souvent plutôt sur cette modalité traumatique, donc des cauchemars qui se répètent. Le cauchemar traumatique, il est très particulier, c'est pas une histoire, ou il n'y a pas de sens, c'est la scène qui est la même et qui se rejoue. Si les parents, donc c'est-à-dire la plupart du temps la mère et les frères et sœurs, tiennent le coup, c'est-à-dire qu'il y a quand même un fonctionnement familial qui marche, etc., sur lequel on peut s'appuyer, avec qui on peut travailler, l'enfant, en quelques séances, ça y récupère. Je veux dire, maintenant, s'il y avait déjà des dysfonctionnements familiaux, s'il y avait déjà de la souffrance, si la mère, la figure d'attachement qui reste, elle, abîmée, là c'est compliqué. Donc ça nécessite des suivis plus longs, parce qu'on va avoir des gamins qui se retrouvent dans des grosses difficultés pour se nouer aux apprentissages, donc le savoir devient quelque chose de difficile, qui vont être dans des conduites de repli ou d'agressivité, etc. Pour les mères et les épouses, et les mères, je sais pas, je n'ai pas trouvé tout ça. C'est plus la question de la problématique de l'absence. Donc c'est-à-dire que l'arrestation, c'est pas quelque chose qui a forcément, en tout cas dans le des gens qu'on a rencontrés, ça ne va pas se manifester comme ça. Par contre, c'est l'absence. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette absence, qu'est-ce qu'on fait de ce fils ou de ce mari qui n'est plus là et comment on le maintient dans le groupe. Et c'est ce qu'on va aussi trouver dans les familles de martyrs, où effectivement il y a une surexposition de l'image du martyr parce qu'effectivement on le garde dans le groupe. Sauf que psychologiquement ça a un prix hyper cher. Autant collectivement ça peut s'entendre et s'interroger d'un point de vue sociologique, d'un point de vue collectif et d'un point de vue de lutte. D'un point de vue psychologique, c'est extrêmement coûteux de maintenir l'absent comme s'il était là. Hein, parce que du coup, il va falloir soit rentrer dans le mécanisme de déni, soit effectivement se condamner à être triste tout le temps et à porter cette peine et à la montrer sans cesse. Pour les familles de martyrs, par exemple, nous, ça nous arrive effectivement d'intervenir. Normalement, les psychologues, ils n'interviennent pas pour les processus de deuil. Le processus de deuil, ça ressemble à une dépression, ça en a vraiment tout l'air, et ça n'en est pas une. Donc ce n'est pas un processus pathologique. Par contre, le processus de deuil, il peut devenir pathologique. Parce qu'il a une dimension traumatique, ou parce qu'effectivement, il y a quelque chose sur une des étapes du deuil qui s'est enquistée, et il y a quelque chose qui est impossible. Et là, nous, les professionnels de la santé mentale, on intervient. Et chez les martyrs, enfin, dans les familles de martyrs en tout cas, on peut intervenir et ça arrive assez souvent. Il y a d'autres événements, par exemple, ce qu'ils appellent les mock raids. Donc là, c'est l'armée israélienne qui va intervenir dans des villages de nuit pour des entraînements. Donc c'est-à-dire qu'ils vont faire des incursions militaires, ils vont arrêter les gens, et puis ils vont les relâcher le lendemain, parce que c'est pour un entraînement. Donc ça, c'est pareil. C'est extrêmement déstabilisant dans la représentation, notamment pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas forcément quel est le danger. Et du coup, de la représentation, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de l'imaginaire, de juger ridiculiser l'autre, qui est-ce qui fait tiers, etc. Et dans les peines d'emprisonnement, il y a quelque chose qui est doublé, donc il y a la personne qui peut être arrêtée, mais dans le cadre, par exemple, de meurtre, donc si un Palestinien tue un Israélien, il va être, la plupart du temps, il va avoir une peine qui est 5 fois sa vie. C'est comme aux États-Unis. Donc 500 ans, de fait.
Et donc du coup voilà, ça c'est une chose, donc la personne est attrapée, elle est reconnue comme coupable. Et sa famille, on va repérer sa famille et l'armée israélienne va venir détruire sa maison. Et ça c'est inscrit dans la loi, et donc ça s'appelle la punition collective, c'est ce qui est censé dissuader les Palestiniens de faire des actes terroristes. Donc nous on a suivi pas mal de fratries de gamins, donc du coup qui était le frère de celui qui a été arrêté et puis qui s'est retrouvé à la rue, et comment intégrer par exemple ce genre d'événement. Donc comme je le disais, il y a des gamins qui sont résilients par rapport à ça, et puis après il y a des gamins qui eux, et ça coince, donc nous on les suit notamment parce qu'il y a eu ce type de louage là. Il y a, donc du coup voilà, donc, il y a aussi les blessés, ça c'est une catégorie particulière, il y en avait beaucoup plus quand on était proche de la seconde intifada que maintenant quand même, et là il y a tout ce qui est rapport au corps, etc. Voilà. Les ex-prisonniers dont je vous ai parlé, on en reçoit assez peu, 8% à peu près de notre population a été emprisonnée chez nos patients. Il y a cette figure du héros en Palestine qui est effectivement le combattant. Et donc, du coup, il y a une très forte contenance sociale par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont emprisonnés, ils sont suivis. Enfin, je veux dire, en tout cas, la communauté pense à eux, ils sont accueillis, il y a une fête de retour. Et ils sont très valorisés. Donc ça c'est vraiment un contenant qui, d'un point de vue psychologique, a vraiment un effet. Pas du tout un jugement sur le contenu de l'affaire, mais moi, je regarde juste ça en tant que psychologue. Narcissiquement, il y a un effet. Mais par contre, c'est impossible de dire ça se fonde. Donc si on a été torturé, si on a été abusé, si on a eu peur, si on ne s'est pas comporté comme on aurait dû, si on ne sait plus comment faire pour refaire l'amour avec sa femme quand on rentre, qu'on n'a plus aucune autorité sur ses gamins, qu'on ne sait plus se faire entendre, qu'on a l'impression ou qu'il y a du traumatisme, et que donc du coup des hommes qui peuvent être très très en difficulté, et bien ça ne se dit pas, il n'y a pas de lieu pour ça. Donc du coup, c'est pour eux qu'on avait monté la consultation unique notamment, pour qu'ils puissent expérimenter qu'est-ce que c'est qu'une rencontre avec un psychologue, et qu'ils puissent après choisir si oui ou non ils veulent s'inscrire dans un suivi. Voilà, et après il y a aussi, on reçoit pas mal de gens qui ont été témoins de violences, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est, c'est un terreau pour nous, c'est des gens qui sont vulnérables en tout cas, auxquels on prête attention. Dans nos patients, il y en a à peu près un tiers qui ont vu ça. Et donc du coup, l'image après reste effectivement, l'image elle s'inscrit, elle revient sans cesse sur un mode traumatique. La violence avec les colons, elle est aussi assez particulière, parce que elle est aussi assez particulière parce qu'elle est très désorganisante. Finalement, l'armée, c'est un corps institué, donc on sait qu'il peut violer le droit international. Donc même s'il va au-delà de la limite, il y a quand même une référence. Les colons, même si c'est une problématique complexe, en tout cas ceux qui vont pour raisons religieuses et qui sortent des colonies et qui sont en combat avec les Palestiniens en direct, il n'y a pas de loi, c'est du face-à-face, c'est du duel pur, quoi, sans tiers. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui a aussi un impact sur la construction psychique des enfants que nous on a pu recevoir. Voilà, pour moi, je conclurai cette partie pour dire qu'il y a ces deux niveaux de violence, la violence aiguë et la violence chronique. La violence aiguë, c'est celle dont les médias parlent, c'est octobre 2015 à Jérusalem, c'est les guerres de Gaza. Mais la violence chronique, elle a vraiment du mal à être traduite, quoi. Et c'est vraiment ces expériences-là au quotidien, c'est-à-dire vivre dans un quotidien qui est encerclé, vivre dans un quotidien où la prison a une place majeure, et qui sont aussi beaucoup de ressentis, de choses qui... Et ça dure tellement que... Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on peut sentir quand on va là-bas, en tout cas auquel on peut accéder quand on éprouve, quand on discute avec les gens. Donc voilà. Je vais peut-être arrêter là, parce que c'était déjà 1h10. Je ne vais pas forcément rentrer dans les questions de symptômes et de diagnostics. Juste pour conclure, hein,
il y a des questions éthiques. Qu'est-ce que ça veut dire d'intervenir dans ce type de contexte? Qu'est-ce que ça veut dire d'intervenir dans des contextes de ce type à très long cours, où finalement les rapports de domination ne changent pas? Et ça, c'est pas spécifique au contexte israélo-palestinien. C'est vraiment des questions qui, en tant qu'humanitaire, quand on intervient dans un endroit, à quoi est-ce qu'on participe? Moi, mon impression, c'est qu'effectivement, au niveau individuel, ça a du sens. C'est clair et net, les gens font des choix, je veux dire, ils bénéficient de l'aide et ils bossent avec nous. D'un point de vue collectif, voilà, moi j'ai des questions, vraiment, qui sont ouvertes, mais l'argent qu'on déploie, à qui est-ce qu'il profite? Qu'est-ce qu'on fait quand on minimise les effets d'une occupation? De qui on joue le rôle? De qui on se substitue, etc. Ça doit être vraiment l'objet d'une soirée entière, parce que ces questions éthiques, elles sont extrêmement fortes et transversales en plus. Voilà. Voilà. Peut-être ça suffira pour mon concept. On peut passer aux questions. Moi, je veux bien commencer. Vous entendez au fond? Est-ce que vous voulez le micro là Est-ce qu'il y a d'autres organisations humanitaires qui font des suivis psychologiques? Et est-ce que dans le tissu palestinien, est-ce qu'il y a des organisations, des psychologues aussi qui font ce travail-là? Ouais, alors, donc du coup, moi je connais plus sur la Cisjordanie, le Nord. Il y a en organisation, il y a beaucoup d'organisations palestiniennes. Il y a beaucoup d'organisations palestiniennes qui font du psychosocial, comme je le définissais là tout à l'heure. Et il y a, pour les soins psychologiques et les soins psychiatriques, il y a une association qui est très bonne là-dedans, qui s'appelle Palestinian Counseling Center, qui est présent à différents endroits de Cisjordanie. Et ensuite, il y a le MOH, donc le ministère de la Santé publique, qui a l'équivalent des CMP, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, voilà, ouais, les centres médico-psychologiques, voilà, l'équivalent, donc un par district, qui sont de qualité variable, je dirais, sur l'ensemble du territoire, mais qui en tout cas proposent de la médication, notamment le traitement pour les personnes qui ont décompensé sur un psychotique. Pour les organisations internationales, il y a MDM qui est présent, par exemple, notamment sur le Nord, eux dans une stratégie de développement, c'est-à-dire qu'ils soutiennent des professionnels à se former. Donc là, par exemple, MDF France, pardon, ils travaillent sur tout le fait que les médecins, infirmiers, tout le personnel des Primary Health Centers, donc les soins de première soins de santé primaire, puissent détecter, faire un diagnostic différentiel entre du somatique et du psychologique, donner une première réponse psy et orienter vers l'équivalent des CMP sur les CMHC. Ils ont aussi monté dans le sud un centre, un CMHC pour enfants et ados. Ils ont essayé de le répliquer à Naplouse, mais ça ne marche pas très bien. Pour des réticences qui sont plutôt du côté du gouvernement, entre guillemets, palestinien. Voilà. Donc il y a des choses qui sont faites, ouais. Avec un problème quand même au niveau des fonds, c'est-à-dire que les fonds sont très alloués au psychosocial, donc à des réponses courtes et qui sont importantes mais qui restent superficielles, plutôt que par rapport aux soins psychologiques et psychiatriques. Mais c'est vraiment en cours de construction. En Palestine, c'est très fort. Ouais. Sur la question de la langue, quand vous travaillez avec un traducteur, ça se passe comment dans la relation avec le patient? Parce que du coup, il y a un tiers qui intervient, donc le travail n'est pas tout à fait le même. Ah non, bien entendu. Donc nous, sur l'équipe là, des 10 personnes, donc il y a 8 Palestiniens, enfin 8 Palestiniens et 2 personnels internationaux. Pour ces deux, donc c'est des psychologues à chaque fois. Moi, ça a été aussi ma position pendant un an. Alors, le travail avec un traducteur, c'est notre boulot, c'est clair. Alors, quand tu travailles dans ta propre langue, et souvent dans ta propre culture, moi je suis le courant psychodynamique, donc on travaille beaucoup à partir du mood. Ça c'est clair. Et pourquoi il a dit ça, comme ça, et on va vraiment avoir cette attention
sur la manière dont il le dit, les lapsus par exemple, et la manière dont il l'avait dit, etc. Alors là, si tu veux travailler comme ça, tu vas être extrêmement frustré, tu vas être tout le temps sur le dos de ton interprète pour qu'il te traduise exactement ce qu'il a dit, ça va être insupportable. Donc le levier n'est pas à cet endroit-là. Le levier, selon moi, et dans la manière dont je travaille, c'est le fait que je ne connais rien. Donc je viens ici, j'ai fait tout ce chemin pour venir vous rencontrer, et il va falloir m'expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est-à-dire, ah vous pensez ça, mais est-ce que tout le monde pense ça, et depuis quand est-ce que vous pensez ça? Et donc ce qui va se passer, c'est que la personne va se retrouver à nommer des choses qui lui sont naturelles, qu'elle n'explique à personne d'autre en fait, puisque tout le monde partage les mêmes codes. Et quand elle va énoncer ces choses-là, il va y avoir effectivement un effet de décalage, un effet de surprise, un effet de découverte sur ces contenus-là. Et le levier est à cet endroit-là, c'est-à-dire que du coup, le levier thérapeutique est à cet endroit-là. Donc ça suppose d'avoir une très bonne relation avec l'interprète, parce que l'interprète doit accepter déjà, c'est un profil particulier, qui doit accepter d'être celui qui est le pont entre deux personnes et entre deux mondes. Donc il ne faut pas qu'il ait envie d'être en avant, il ne faut pas qu'il ait besoin d'être nourri par la relation, parce que s'il fait ça, il te passe tout le temps devant et toi tu es derrière et tu as toujours... Donc c'est déjà une posture particulière. Moi je dis souvent, en tout cas quand je suis amenée à travailler temporairement ou sur du tricotage, considère que je suis handicapée, si tu traverses la rue sans moi, je reste au bord. Je ne peux pas bouger. Donc vraiment prendre soin de nous. Et là, du coup, quand on s'entend bien, c'est-à-dire qu'après on comprend comment on pense l'un et l'autre, et si l'interprète accepte de porter ta parole, mais du coup ça va devenir extrêmement riche, parce qu'on va du coup beaucoup débriefer, après on va beaucoup parler de qu'est-ce qui s'est dit et pourquoi, et cette personne va amener des savoirs anthropologiques en plus qui sont vraiment intéressants. Et ensuite, pour le dispositif thérapeutique, le troisième élément qui pour moi est extrêmement pertinent, c'est qu'un sujet logoréique, par exemple, donc quelqu'un qui parle, ça correspond à quelque chose de son économie psychique. Mais s'il fait ça avec un interprète, moi je comprends rien. Donc au lieu de dire, du coup ça va faire une intervention à partir du cadre pour dire, il y a quelque chose qui vous déborde, mais vous ne laissez plus la place à l'autre, par exemple. Et ça c'est par le cadre qu'on peut le dire. Donc bien sûr c'est à manier avec précaution, c'est pas quelque chose qu'on va... Mais ça peut être du coup un outil. Pareil, on voit que dans les suivis psy, le silence c'est quelque chose de très important. Mais ça peut être compliqué. Alors, les psychologues, il faut quand même qu'ils s'y forment, parce que si eux ils n'y arrivent pas, c'est dommage. Mais je veux dire, pour le patient, ça peut être un peu lourd. Là, on peut utiliser le cadre, c'est-à-dire, le patient va parler. Donc, ça va aller sur l'interprète. L'interprète va traduire. Donc déjà, pendant ce temps-là, tu peux penser à ce qu'il vient de dire. Et ensuite, moi, je vais répondre en tant que psychologue, donc ça repasse. Tac. Donc ça veut dire qu'il y a finalement ce temps-là, et cet espace pour penser, pour se regarder, qui est du coup un truc qui est vraiment génial. Et quand le suivi fonctionne, ça devient comme une musique. Ça fait tac, 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 tac. Et c'est vraiment, tu le sens. Donc c'est-à-dire que par ton cadre, tu sens le contenu du travail. Le regard aussi, c'est autre chose. Pareil, c'est vraiment intéressant. Le face à face, ça peut mettre mal à l'aise. Alors des fois, on se retrouve à se parler comme ça, mais là, on est en triangulation. Il y a évidemment des limites avec l'interprète, ça c'est obligé, c'est sûr, mais c'est un dispositif super riche. C'est vraiment un puits pour la créativité. Mais c'est vraiment intéressant comme outil. Merci. Et avec les enfants, comment vous abordez justement, parce que là l'interprète a effectivement un certain rôle, mais c'est un petit peu différent. C'est tout à fait juste. Alors notamment les petits. Ça ne comprennent pas. Pourquoi je leur parle et ils ne comprennent pas. Et puis ensuite, quand c'est l'interprète qui parle, c'est pas très très clair. Donc du coup, de toute façon, on va utiliser quand même beaucoup moins les mots avec des enfants, et notamment plus ils sont habitués, on dit beaucoup le jeu, beaucoup le dessin, beaucoup le jeu, beaucoup le son, beaucoup la relation, et en fonction après de ce qui sera identifié comme problématique de l'enfant, on va utiliser tel ou tel
piste pour travailler ça. Mais effectivement, moi, c'est sûr qu'au début, il y a quelque chose de qu'est-ce qu'elle a. Ou alors, par exemple, je me souviens d'une gamine, l'accroche s'était faite assez rapidement, parce qu'elle se demandait quand même qu'est-ce que je foutais là, et j'étais quand même pas pareil que les autres. Et donc, du coup, elle voulait me parler à l'oreille. Et je disais que je ne pouvais pas comprendre, donc il fallait passer par l'interprète. Elle me disait non, je ne veux pas lui dire à elle. Donc, effectivement, il y a des moments. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça n'empêche pas la rencontre. Ça, c'est étonnant. Après, pour moi, le problème des internationaux qui travaillent à l'étranger, c'est plutôt la question de la substitution. C'est-à-dire, finalement, pourquoi bosser avec des internationaux alors que des gens locaux peuvent se former et faire très bien le travail. C'est plus ça que le dispositif d'interprétariat en tant que tel. Parce que, voilà. Je sais pas, c'est ça répond. J'ai une question peut-être un peu plus large sur la possibilité de faire cette réponse psychologique dans certains contextes plus particuliers. Je pense notamment par exemple à des contextes de réfugiés, justement par exemple là en ce moment en Syrie, il y a beaucoup de réfugiés syriens au Liban, notamment des enfants qui souffrent de PTSD. Comment vous mettez en place justement potentiellement une réponse psychologique sur ces gamins-là, alors qu'il n'y a pas de pérennisation de la situation qui est censée être là, puisqu'après ils vont repartir dans leur pays. Comment vous fonctionnez sur ce genre de programme? Alors là, je vais répondre, donc moi c'est pas forcément mon expérience, mais en tout cas de l'idée que j'en ai par rapport à ça. Donc je pense que par rapport à ce que tu dis, quand la population est déplacée, il y a un intérêt par rapport à la question psychologique, c'est que c'est derrière l'événement passé, ou en tout cas le contexte de guerre, donc ça veut dire que les gens sont dans une autre situation, donc il y a quelque chose qui s'est arrêté. Maintenant, la vie de réfugié est elle aussi extrêmement difficile et comporte de nombreuses violences qui vont être des choses qui vont se rajouter. Mais je pense que l'élément le plus déterminant, c'est le fait de est-ce que les gens restent un peu au moment ou est-ce qu'ils sont en transit. On a ces questions-là, par exemple, MSF France a ouvert des programmes à Dunkerque et Calais, là, en ce moment, ou à Samos en Grèce. Et les gens passent. Alors pour Calais et Dunkerque, c'est complexe. Ouais, voilà. Ça dépend qui, etc. Mais en tout cas, mais pour Samos, les gens passent. Si les gens passent, il est, à mon sens, pas question de faire du soin psy en tant que tel. Tant que les gens sont en transit, tant que les gens sont en mouvement, tant que la situation n'est pas finie, on ne vient pas regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et comment les défenses tiennent, etc. Ça, c'est pas possible. Donc on va être sur ce dont je parlais tout à l'heure, du psychosocial, c'est-à-dire des choses qui viennent contenir, qui viennent vraiment essayer d'envelopper, ne serait-ce que par exemple, travailler avec les équipes de terrain pour qu'il y ait un moment où les gens puissent juste souffler, par exemple. Et que ce soit fait d'une manière pour qu'ils puissent effectivement le ressentir, ça. Il se peut aussi que dans ces populations, donc en transit de passage, il y ait des gens qui soient débordés, déjà. Donc qui ont soit décompensé, donc soit sur un mode psychotique, donc, avec une symptomatologie délirante, etc. Ça c'est très moyen, mais ça peut être aussi une décompensation sur un mode dépressif, un effondrement par exemple, et donc quelqu'un qui tient, qui continue, mais qui est manifestement complètement... Donc là, on va prendre en charge. Alors après, ça se fera là au cas par cas. J'ai pas tellement d'éléments à te donner par rapport à ça. On va pas forcément, on va pas mettre sous médication quelqu'un qui va... Mais par exemple, on peut envisager quelle est sa route migratoire, donc du coup, quel est le prochain stop, est-ce qu'on sait à qui est-ce qu'on pourrait adresser, est-ce que quelqu'un peut accueillir à l'arrivée, des choses comme ça. Mais c'est vraiment du bricolage. Pour les gens qui resteraient un peu plus longtemps, je pense que la première ligne sur les camps de réfugiés, c'est cette question psychosociale, ça c'est clair et net, ça doit être en place. Des espaces pour les enfants, des espaces pour les femmes, est-ce que les gamins handicapés ou les gens handicapés, comment est-ce qu'ils se débrouillent, où est-ce que les hommes se retrouvent, que tout ça ce soit quand même déjà au clair. Et après, tu peux ouvrir des consultations. Parce que en psy, tu peux faire un travail, c'est vrai que la durée va déterminer le niveau de problématique que tu peux travailler. Donc par exemple, je ne dirais pas que les gens qui sont au Liban à l'heure actuelle, les réfugiés syriens, ou qui sont en Jordanie, ils ne sont pas prêts de rentrer. Ça c'est clair et net. Donc du coup, ils vont devoir passer du temps là.
Et c'est pas parce qu'ils vont rentrer que donc il y a quand même toute cette perspective de retour qu'on va pas travailler avec eux. On a un programme MSF France en Jordanie à Irbid qui s'adresse aux 0-12. Et donc du coup il y a vraiment un travail hyper important, intéressant qui se fait. Irbid aussi au Kurdistan irakien où il y a 3 camps de réfugiés. Merci. Moi, je voulais rentrer sur l'efficacité et la réalité du projet ou du programme. Par rapport à l'efficacité, vous avez parlé de... Ça fait 10 ans, mais la moyenne annuelle est toujours autour de 300 malades. Est-ce qu'il y a la perception de la communauté qui comprend que les effets psychologiques sont importants? Et si c'est oui, mais pourquoi le nombre n'augmente pas? Et la durabilité, est-ce que vous avez pensé aux activités de transfert de compétences? Parce qu'à la fermeture, qu'est-ce qui va devenir des programmes? Merci. Donc, par rapport à la première question, je pense que la population palestinienne est de plus en plus encline à prendre soin de leur santé psychique. Donc, je pense que c'est reconnu de plus en plus que les soins psychologiques, ça apporte quelque chose. S'il n'y a pas plus de patients par an, ça fait MSF n'y a pas plus d'argent. Donc on reste à ça. Non, mais parce que sinon tu pourrais vraiment augmenter énormément. Donc ça c'est des décisions budgétaires. Et la deuxième question, qui est sur la question de la durée, déjà c'est un programme qui a 10 ans. Donc une des critiques majeures que l'on peut faire à ce programme, c'est qu'il est quand même majoritairement conçu comme un programme d'urgence, alors que ça n'en est absolument pas un. Et que là, du coup, il y a une difficulté à changer de paradigme et à accepter que, oui, on va rester plus que prévu. Et il y a des gros questionnements sur la stratégie de sortie, qui n'est quand même pas très claire, effectivement. Et donc, du coup, en matière de transfert de compétences, là, il y a tout un volet formation qui s'ouvre. Pouvoir recevoir des étudiants en psychologie en stage long et ensuite de travailler en partenariat avec des associations locales sur des projets qui seraient portés à deux où effectivement ensuite ils pourraient être eux les conduire, quoi, je veux dire sans MSF. Mais là effectivement ça touche, là on est sur deux trucs, c'est très compliqué. Enfin je veux dire c'est des critiques que l'on peut évidemment faire sur ce point. Je dirais qu'il y a conscience, mais que c'est un travail et que des fois il y a des... En parlant de ça, justement, on a vu tout à l'heure que les séances, c'était entre 10 et 15, et que ça s'arrête à 15 alors qu'il y en a qui en ont plus. Avant que psy, tu vas commencer. Alors, c'est pas exactement ce que j'ai dit qu'effectivement la moyenne c'est 10 à 15 séances. Donc effectivement il y a des gens qui ont des fois il peut y avoir besoin de moins, globalement c'est la moyenne sur laquelle on travaille. Si des gens ont besoin de plus, soit effectivement on continue à travailler avec eux, soit on cherche à les orienter vers des structures qui pourraient les accompagner. Et là c'est assez difficile, mais oui c'est possible. C'est plutôt le calibrage du projet en fait, qui dit que tu proposes un suivi de quelques mois, un an maximum. Mais après, effectivement, il y a des gens qu'on suit depuis plus longtemps. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une bonne question sur cette histoire de l'arrêt qui serait finalement décidé avant même que le travail soit fait ou terminé. Donc, c'est clair que c'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est pas, ah, on a les 10 séances, on est à la 9, la prochaine fois, on se dit au revoir. C'est plutôt que ça te permet de calibrer le travail, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu vas pas travailler au même niveau de problématique, c'est-à-dire que tu passes la première phase de ton suivi en fait, à déterminer quelle est la problématique majeure de ton patient, ce à quoi il est prêt à travailler, donc tu détermines le niveau de profondeur, et je dirais que c'est une espèce d'ordre d'idée de se dire on va se rencontrer quelques mois. Et ça, je trouve que ça a un intérêt sur comment utiliser le cadre, comment ça
ça peut saisir le patient peut s'en saisir, mais aussi le thérapeute, qui du coup peut-être va être dans des positions des fois plus actives, plus osées aussi. Maintenant, s'il y a besoin de poursuivre, ce sera fait. Mais c'est à manier avec précaution. Si c'est manié au pied de la lettre, c'est une catastrophe, c'est ridicule. Ça fait de la rupture. Tout à fait. Et l'idée, c'est bien de travailler la séparation. Notamment dans des contextes où les gens vivent ça. Et c'est une rupture à rupture. Dans les contextes que tu pouvais décrire aussi, c'est pareil, c'est tellement violent. Et donc ça, c'est une des limites aussi de la voie personnelle internationale qui partira. Par exemple, donc ça, c'est des choses à prendre en considération. Comment est-il la disponibilité des cursus de formation ici sur place? Alors, du coup, à l'heure actuelle, ils ont 4 universités en Cisjordanie qui ont des départements de psychologie et de travail social. Il y a l'équivalent d'une formation Bac plus 4, mais c'est pas le même modèle que le modèle francophone, c'est plutôt comme le modèle anglo-saxon. Donc les contenus de cours sont moins importants, aussi en termes de quantité d'enseignement. Et donc du coup, c'est des gens qui sortent avec un profil soit social worker, travailleur social, ou counselor, c'est le truc dont je parlais tout à l'heure, qui est entre les ducs et le psy, je dirais. Donc pour voir si j'utilise des références françaises. Et à l'heure actuelle, il y a vraiment un souhait de créer des masters qui seraient donc l'équivalent d'un bac plus 6, alors qu'ici on est à bac plus 5. Donc là, l'université de Naplouse est en train d'en créer un. Il y en a un à l'université à Jérusalem, mais qui est plutôt sur la santé mentale en global. Donc il y a des choses. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont en cours. Pour quelle raison vous posez cette question? Titre personnel. Non, mais même, je pense que le transfert des compétences, c'est ouais, tout à fait. Parce qu'on ne peut pas envisager l'un sans doute possible, et tout cela une réponse concrète pour pouvoir mettre en place des transferts. Donc là, l'idée, le projet pour le programme de Naplouse, ça serait d'être associé à l'université de Naplouse pour effectivement recevoir des stagiaires à long terme dans le cadre du cursus de master et pour bénéficier du psychologue qui est sur place. J'étais au Népal aussi, sur Katmandou aussi, la formation est plutôt bonne. À niveau enseignant aussi, j'ai été agréablement surpris sur le reste du territoire, c'est plus compliqué, mais c'est intéressant du coup d'aller rencontrer les femmes, voir où est-ce qu'ils en sont, etc. En psychologie, après c'est marrant parce que c'est vraiment très globalisé, donc là le DSM dont je vous parlais, c'est enseigné partout, l'ethnopsychiatrie, nulle part. Enfin, pas nulle part, mais moins, c'est marrant. Oui, j'ai une question par rapport justement à l'illustration palestinienne. La crise palestinienne, enfin la crise et la situation palestinienne, c'est quand même une crise, une urgence assez chronique, et donc qui dure depuis des années, des décennies, etc. Est-ce que vous avez réussi quand même à faire une typologie des souffrances psychologiques et des affectations qui caractérisent la population palestinienne qui pendant des années subit ces violences, cette guerre, etc. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine résilience qui se développe au fur et à mesure des années, comparée par exemple à des crises plus aiguës, à des urgences qui éclatent, et donc est-ce qu'il y a une typologie qui caractérise cette situation en particulier? Ouais, mais non, on n'a pas ça. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'on a quand même, ça fait très très longtemps qu'on est en Palestine, puisque MSF a commencé à travailler là-bas en 93 sur des programmes sur le territoire. Ça n'a pas été mené en ce sens-là. Il y a des articles qui sont parus plutôt sur la question de l'efficacité des thérapies qu'il y a à moyen terme, ou sur le type de troubles qui pouvaient être repérés, mais plutôt par rapport à ces questionnements autour du concept de PTSD, qu'on ne retrouve pas comme figure flagrante. Enfin, je veux dire, on a 20% de nos patients qui en ont sur un contexte de crise. Effectivement, on se dit, bah, tiens, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est dû à cette chronicité.
mais je dirais qu'on n'a pas, enfin en tout cas pas à ma connaissance, on n'a pas d'études longitudinales. Alors pour moi, ça ne serait pas forcément la question de la typologie des troubles, parce que je pense qu'on reste quand même sur une présupposée universelle, dans le sens où les troubles anxieux, il y en a partout dans le monde, les troubles de l'humeur aussi, etc. Donc même s'il peut y avoir certaines variations culturelles sur ça, ou que ce soit plus représenté effectivement, mais plutôt pour le contexte palestinien, sur les problématiques psychologiques particulières. Ça c'est clair, la question de la construction psychologique, donc de l'identité de l'enfant et de l'adolescent, son développement psychologique, et la manière dont ça influence ça, et comment est-ce qu'adulte il s'en saisit, je pense essentiellement par rapport à toutes ces questions de la diffraction, qu'on crée des lieux qui peuvent avoir cette résonance sur les fractions psychiques. Je pense essentiellement à ces questions aussi d'injustice, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où on sait par exemple que dans le développement d'un enfant, et ça c'est assez partagé, en tout cas c'est quelque chose qui va se passer, c'est que l'enfant est plutôt en mode fusionnel au tout départ, et ensuite il y a un tiers qui vient représenter l'ouverture du monde. Et que là, effectivement, quand on est sur des figures comme ça qui se renvoient en dualité, et qu'il n'y a pas de tiers qui vient effectivement, comment dire, aider à lier l'appareil pulsionnel, etc., je ne sais pas quelles conséquences ça a, effectivement. Et on n'a pas d'études longitudinales là-dessus. Mais c'est des vraies questions, parce que est-ce que justement les gamins sont affectés et deviennent des adultes après qui sont embêtés par ça? Est-ce qu'il y a de la résilience? La réponse est oui. Oui, il y a de la résilience, et oui, il y a des troubles qui ne sont pas... En plus, c'est complexe, hein, la causalité des troubles. Et c'est vrai que sur les problématiques psychologiques, ouais, on n'a pas ça. Forcément de recherche. Par contre, il y a des choses qui sont faites sur la transmission du traumatisme de génération en génération. Comme en France, donc, alors dans un champ quand même défini, parce que du coup tu as des psychologues du monde entier qui peuvent venir, effectivement on n'est pas tous formés de la même manière. Par exemple, nous ici, c'est très rare que les psychologues cliniciens, donc on n'est pas en fond de la relaxation. Donc ils vont travailler avec un sophrologue par exemple, partenariat ou des choses comme ça. Bon, dans le milieu anglo-saxon, c'est relativement courant, tout ce qui est mindfulness, etc. Tout le courant aussi qui a des différents outils. Donc, du moment que ça s'inscrit dans la méthodologie du projet, je dirais dans les objectifs du projet, il y a je crois, une liberté de possible. Donc, tu dois rendre compte en réunion pluridisciplinaire, un superviseur aussi. Sur la Palestine, ça fonctionne comme ça en tout cas. Sur les autres terrains, je pense que tu es un peu plus laissé peut-être seul. Et il n'y a pas d'approche théorique non plus qui a été décidée. C'est-à-dire qu'on se retrouve effectivement, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est la psychodynamique et les théories comportementales et cognitives. Donc ça ne fait pas forcément conflit, mais en tout cas c'est des méthodes qui peuvent être assez différentes dans le travail, donc on se retrouve à travailler ensemble. Donc ça peut être hyper intéressant, je ne sais pas si... Je posais cette question par rapport à la question de la temporalité, parce que les deux sont liés en fait. C'est-à-dire dans le choix des outils et de la méthodologie, vraiment... non, enfin, par rapport à l'appareil théorique, en tout cas non, je pense que forcément les PCT s'adaptent même du court terme, mais la psychodynamique aussi a développé pas mal de choses sur tout ce qui est thérapie brève. C'est quand même bien documenté, il y a des littératures là-dessus. Ça se fait. Et il y a beaucoup de dispositifs en France de toute façon qui sont de courte durée. Tout le travail qui est fait avec les publics de nuit, par exemple, c'est une clinique qui est vraiment très particulière, il y a énormément de gens qui sont absolument qui font ça. Donc non, ça je pense pas. Mais par contre, ça mérite d'être pensé. Ça c'est clair. On ne part pas...
question. Je me souviens quand on travaillait au Cambodge sur cette thématique-là, c'était assez simple de rendre compte de nos activités en termes quantitatifs. Par contre, c'était très compliqué de rendre compte sur la qualité du travail effectué. Et est-ce que vous avez réfléchi à cette question-là, j'imagine, et est-ce que vous avez trouvé des solutions pour exprimer ça assez simplement? Alors nous, on est très embêtés, non, par ça aussi, franchement, parce que déjà, pour faire rentrer les data dans du quantitatif, ça se traite pas quand même hyper bien, et pourtant il faut jouer le jeu, parce que ça c'est clair et net.